Cerno, une anti-enquête. Épisode 68. Una mattina mi son svegliato. Mademoiselle Secaresco. Jonas Secaresco hatte es eilig, eine alte Frau zu werden. Aujourd'hui, je vais faire mes courses. Elle traverse la première cour. C'est le début, ça. Je pensais qu'il est chopé à la sortie de la poste. Il filait ses victimes jusque chez elle. J'espère qu'on va pas se faire choper. C'est compliqué maintenant de rentrer dans les immeubles. Il était gentil, mais après il l'est tué. Moi ? C'est Thierry qui l'a tué. Et France Gall. C'est pas vrai? Ouais. Elle a été tuée? Boum, boum. Tigersprung. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. Tout homme, à un moment donné, est capable de tuer. Soyons sur le qui-vive. Ouh, quelle ambiance. Mais pourquoi tu mets ça dans les génériques ? Je fais ce que je veux, mais j'aime pas qu'on m'emmerde. C'est un pervers. C'est comme si on parlait à nouveau de Marie Bénard, l'empoisonneuse. Johanna Secaresco, 1913-1984. Morto per la libertà. « 3, 2, 1. Je suis encore assis à mon bureau. J'ai la voix un peu blanche. Parce que c'est très calme dans mon bureau. Et je parle pas beaucoup en ce moment parce que je suis plongé dans mes recherches. Alors je devais retourner chez Teresa parce qu'elle m'avait promis de me faire rencontrer sa voisine qui habitait là au temps de Johanna Secaresco et qui l'avait sans doute connue. Elle m'a fixé au moins 4 rendez-vous, mais elle a annulé à chaque fois. Elle dit que sa voisine a 94 ans, qu'elle veut me rencontrer, mais qu'elle n'est pas toujours disponible et qu'elle reporte sans cesse. Alors j'ai un nouveau rendez-vous la semaine prochaine. Je désespère pas d'y arriver, mais je baisse pas les bras, je continue à travailler et je me replonge dans toutes les archives que j'ai pu réunir jusqu'à présent sur Johanna Secaresco. J'ai un dossier Johanna Secaresco sur mon ordinateur avec quelques documents. Alors, lorsque je suis allé au cimetière Montmartre sur la tombe de Johanna et que j'ai déchiffré les inscriptions presque effacées sur le marbre, il y avait dans le tombeau Johanna bien sûr, sa mère Hélène Secaresco née Redler et les parents et différents ancêtres de sa mère. Mais pas de traces du père de Johanna. J'ai pu retrouver sur internet le certificat de mariage de ses parents. Ça se passait en 1910, très exactement le 28 septembre à 11h, dans le 16e arrondissement, à Paris. J'ai appris que son père s'appelait Basile, qu'il était né à Pogoanele, une petite ville de Roumanie, que son père à lui était commerçant et que sa mère était décédée. Basile était étudiant, il avait 24 ans et habitait au 344 rue Saint-Jacques, à Paris dans le 5e. Je peux voir sur le certificat qu'il avait invité 2 amis à lui de Roumanie à la cérémonie, qui étaient ses témoins, Georges Teraveanu, si je lis bien, 24 ans aussi, et un autre jeune homme roumain de 22 ans, qui porte aussi le nom de Teraveanu, mais dont j'arrive pas à lire le prénom sur l'acte de mariage. Tous les deux qui devaient être des frères, logés dans un hôtel de la rue Gay-Lussac, et ils avaient dû faire le voyage spécialement depuis la Roumanie pour le mariage de leur ami. Je sais pas ce que Basile Secaresco étudiait en France. Il habitait rue Saint-Jacques, donc c'est pas très loin de la Sorbonne. Peut-être qu'il étudiait l'histoire, la philosophie ou le droit. Un jeune homme d'une petite ville de Roumanie dont le père est commerçant et qui vient étudier à Paris au début des années 1900. Est-ce que c'était courant ? J'en sais rien. En tout cas, 3 ans après ce mariage, Johanna est née. Elle est née à Gand, en Belgique. Et je me demande pourquoi ses parents avaient fait le déplacement. Alors j'ai fait des demandes aux archives de la ville de Gand. Ils m'ont retrouvé des minuscules informations. D'abord son acte de naissance, que je vous lis. L'an 1913, le 13 mars, à 3h après-midi, Jan Lamens, officier de l'état civil de la ville de Gand, dressons l'acte de naissance de Johanna, née en la demeure des parents hier, à 2h de l'après-midi. Fille de Basile Secaresco, âgée de 27 ans, étudiant, et de Hélène Louise Alice Redler, âgée de 24 ans, sans profession, son épouse, demeurant tous deux rue Borhout, si je lis bien, sur la déclaration du père, etc., etc. Alors moi j'imagine des moments heureux,
un mariage d'amour entre ce jeune homme étranger et cette jeune femme française. Ils vont probablement s'installer en Belgique pour que Basile poursuive ses études. Et leur petite fille née, Ioana, il lui donne un prénom roumain, ce qui montre l'attachement de Basile à son pays. Ils ont sans doute des projets, il fait de longues études pour préparer son avenir et celui de sa famille. Et puis, selon un autre document que m'a envoyé l'administration belge, il est noté qu'Hélène, la mère, est repartie de Gand le 26 juillet 1914 avec son bébé, Ioana. Sans Basile, apparemment, elles se sont installées au 21 rue Marbeuf, à Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Le 5 juillet 1920, il est noté que Basile Secaresco est rayé d'office des registres de la population de Gand. Que s'est-il passé? Pourquoi ce départ brutal d'Hélène et de sa fille? Sans le père? Est-ce qu'ils ont divorcé? Ça me semble peu probable à l'époque. Est-ce qu'il est mort? Mystère. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais sans cet événement qui les a conduites à quitter la Belgique, j'imagine dans la précipitation, Ioana aurait eu une vie certainement différente et elle n'aurait probablement pas été assassinée en 1984. C'est mon hypothèse. Il y a quelques années, quand je travaillais encore à France Inter, j'avais fait un petit reportage à l'église roumaine de Paris. Il y avait un prêtre orthodoxe qui s'appelait Iulian, c'est-à-dire Julien en roumain. Je l'ai recontacté et j'ai pris rendez-vous avec lui à l'église cet après-midi pour voir ce qu'il pense de toute cette histoire. C'est quelqu'un de très cultivé, comme beaucoup de Roumains. Il connaît beaucoup de choses et ils ont peut-être même gardé des archives à l'église. Je vais prendre mon vélo comme d'habitude et sur le chemin, j'irai voir à quoi ressemblait le 344 rue Saint-Jacques, où habitait le jeune Basile Secaresco. Je marche, il fait très beau et chaud. J'ai soif. Alors la rue Saint-Jacques, c'est une rue très très longue qui part de la Seine, de Notre-Dame et qui va jusqu'au 14e arrondissement, je crois. Et en fait, au début de la rue, il y a la Sorbonne, la célèbre université. Et comme Basile Secaresco était étudiant, je pensais qu'il habitait près de la Sorbonne. Mais en fait, là, je suis devant le 328 rue Saint-Jacques. On est déjà très loin de la Sorbonne. Donc c'est pas sûr qu'il ait étudié là-bas. 340, 342, 344. C'est là. Il y a une porte en fer forgé noir, vitrée. Un code, bien sûr, je l'ai pas. C'est un immeuble très ancien. Un bel immeuble assez décrépit, assez sale. Mais c'est un immeuble bourgeois. Il y a une inscription à l'angle. H.C. Richter, architecte 1907. Donc Basile Secaresco, s'il s'est marié en 1910, l'immeuble avait 3 ans. Donc j'imagine qu'il a dû pousser cette porte. Il était étudiant à l'époque. Il venait d'arriver à Paris. J'imagine qu'il devait être tout content. Et il habitait dans ce bel immeuble tout neuf. Je vais aller voir un peu plus loin sur le boulevard. Je passe devant un primeur, une boucherie, un magasin de robes de mariée. Le boulevard, c'est le boulevard de Port-Royal que je traverse. Et en fait, là, on arrive devant un hôpital. C'est l'hôpital Cochin. Il y a plusieurs bâtiments. Alors peut-être que Basile Secaresco était étudiant en médecine. C'est tout à fait possible. Et oui, il y a écrit « Hôpitaux universitaires de Paris ». Donc c'est sans doute un hôpital universitaire depuis longtemps. Alors il faudrait que je cherche dans les archives des étudiants en médecine à l'époque. Il doit y avoir des registres. Peut-être qu'il a obtenu une bourse pour venir faire sa médecine en France. Et ensuite il serait parti à Gand pour terminer ses études à l'université.
Je sais pas. J'ai encore que des hypothèses, mais ça précise un peu quelle aurait pu être sa trajectoire. J'ai bien fait de venir voir. Vous pouvez le filmer parce que les gens qui balayent, en France, il n'y en a pas beaucoup. Pardon, madame ? Les gens qui balayent, pourquoi vous m'interrogez comme ça ? Bah, c'est vous qui me parlez. Bah oui, mais je peux vous parler normalement, je n'ai pas de ce truc-là, moi. Mais j'avais le micro branché. Ouais, mais Odile, il est gentil parce que je lui ai dit de nettoyer Paris. Paris est dégueulasse. Moi, quand j'avais une boutique, je passais le balai. Ah, vous aviez une boutique ? Oui, mais il y a longtemps. Une librairie. Une librairie avec des trucs. C'est vrai, vous, ça ? Moi, j'aime Paris, rue de Rennes. Moi, j'aime Paris à la folie. Et je veux que les gens nettoient. Moi, je veux bien balayer, mais pas être toute seule. Et qu'est-ce que vous aimez dans Paris, madame ? La beauté, tout est beau. C'est vrai ? L'Arc de Triomphe, la rue de Seine, le 6e, le 5e, le 4e. Et Paris, c'est beau. Vous êtes quoi, vous ? Moi, je suis provençal. Et alors, la province, c'est magnifique. La France est de toute beauté. Il n'y a que les Français qui ne savent pas que c'est beau. Vous n'êtes pas aperçu de ça ? Je pense que les Français aiment la France, quand même. Oui, mais ils n'ont pas le sens de la beauté. C'est d'une beauté. Quand c'est éclairé, l'Arc de Triomphe, même la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est magnifique. La France est de toute beauté. Il n'y a que les Français qui ne savent pas que c'est beau. Les étrangers vous disent qu'est-ce que c'est beau la France. Vous êtes française ? Ah oui, je suis née en France. Je ne prends même pas de vacances. Je reste à Paris, je me promène. Ah, vous adorez ça ? Ah, j'adore Paris. Mais mon mari est mort, alors c'est pas plus pareil. Vous habitez où ? J'habite Paris, près de la gare du Nord. Oui, il y a un peu trop de gens qui se droguent. Par là, non ? Oh, ça va, moi j'en vois pas trop. Bon, vous n'êtes pas attaqué, non ? Mon prénom c'est Julien, et le vôtre ? Quoi ? Je m'appelle Julien, et vous ? Odile. Odile. Vous êtes très élégante. Ah, parce que je suis parisienne. Par amour de Paris, de la parisienne. Vous avez des chaussures bleues, un pantalon en cuir noir, oui. Une veste noire, Le bleu, moi j'aurais voulu avoir des yeux bleus, mais il n'y a rien à faire, je ne peux pas changer. Les yeux de quelle couleur ? Marron, comme le Marron caca. clair ou marron foncé ? Oh, c'est trafiqué pour que ça soit un peu plus joli. Vous avez les yeux maquillés en vert ? Oui, parce que j'aurais mieux avoir eu des yeux bleus, mais je peux pas. Pourquoi vous auriez aimé avoir des yeux bleus ? Parce que c'est le bleu, le ciel et la mer. C'est quoi ça ? Ça c'est un tatouage. Et ça veut dire quoi ? C'est une étoile. J'ai une étoile sur la main. Ah, vous êtes sentimental alors. Ah bon, vous pensez ? Bah je sais pas, les étoiles, c'est beau les étoiles. Vous êtes pas le corps est tout tatoué, non ? Non, j'ai que ça. Ah bon, c'est bien. Les gens qui sont tatoués partout, je trouve ça. Ça, vous devez être gauche, bobo gauche, non ? Pardon ? Vous êtes bobo gauche. Bobo gauche ? Oui. Ça veut dire quoi ? Bah ça veut dire que vous êtes de gauche et puis bobo. Vous êtes de droite ? Oui, mais de droite avec... je peux pas expliquer. Je suis du droite, mais je suis très sensible à la pauvreté. J'aide les gens, même dans ma famille, j'ai tout donné à des gens parce que je les aimais. Je suis de droite, mais une droite, une certaine rigueur, mais je ne suis pas à la droite qui est fasciste. Je déteste les gens de Marine Le Pen. Je déteste Le Pen. C'est pas De Gaulle. Moi, j'adorais De Gaulle. Ce qui me rappelait mon grand-père. Et il était beaucoup plus beau que mon grand-père parce qu'il avait des yeux bleus. Et moi, j'aime cet homme à cause de ça. J'ai toujours été bouleversée. Quand il est mort, j'ai pleuré. Vous êtes gaulliste ? Ah oui, c'est le seul homme que j'ai aimé, vraiment. Alors il y a le Panthéon où il y a Jean Moulin qui est un des plus grands résistants. Il avait été torturé, il avait la bouche fermée et il s'est suicidé pour ne pas parler. Et c'est formidable, c'est bien un grand résistant. Il a été décoré par De Gaulle et Malraux a fait un discours au Panthéon. Vous pouvez vous balader aussi au Panthéon. Hein. Et vous savez, ici, il y a eu Picasso, il y a eu Modigliani qui était dans une rue par là. Quand vous êtes dans Paris, madame, vous pensez beaucoup aux disparus ? Ah ben oui, il y a plein d'histoires, tout ça. Des histoires cachées, et puis des jardins cachés. Vous êtes sensible à la beauté ? Oui, très sensible. Tout ce qui est beau, l'architecture, un balcon, tout m'intéresse de la beauté, parce que Paris est beau. Vous allez au Luxembourg, vous avez des statues qui sont magnifiques. Des amoureux, des gens vieux, des gens jeunes. J'ai vu même 2 homosexuels qui s'embrassaient derrière un buisson, parce qu'ils avaient peur qu'on les attaque.
C'est pas moi qui les aurais attrapés. Je n'ai pas été les voir parce que je n'ai pas voulu les embêter, mais j'avais envie de lui dire vous êtes tellement beau, c'est ça. Restez comme vous êtes, c'est pas la peine de vous cacher. Non, mais dans une ville, on observe, on voit des gens, des petits, des grands, des gros, des minces, des gens très beaux, des gens moins beaux, des gens qui ont l'air méchants, d'autres qui ont une douceur dans le visage extraordinaire. On a tout ça dans un village. Parce qu'il n'y a pas une personne qui a le même visage. J'ai l'impression, Odile, que vous êtes heureuse de tout ce que vous voyez. Parce que j'aime la beauté, c'est tout. Ouais, c'est pas mal parce qu'on ne s'ennuie jamais. On se balade dans la rue, je suis dans un café, je regarde. Vous ne vous ennuyez jamais ? Non, je dirais. Non, et c'est vrai, je vis seule, mais ça m'est égal. Mais pourquoi vous avez un truc comme ça ? En fait, je venais admirer cet immeuble-là au 344. Celui-là, oui, mais ils sont magnifiques. En fait, je fais des recherches sur un jeune étudiant roumain qui a vécu là dans les années au début du XXe siècle. Et qu'est-ce qu'il a fait, de la résistance, du coup, quelque chose ? Non, j'essaie de retrouver son histoire, en fait. Je sais pas ce qu'il a fait. Je sais qu'il était étudiant. Mais pourquoi vous recherchez son histoire ? Il a une particularité, ce monsieur ? Pas du tout. Alors, pourquoi vous avez choisi ce type-là ? Il y a une raison. En fait, je travaille sur une affaire criminelle qui a eu lieu dans Paris. Ah. Et une dame a été assassinée en 1984 et c'est son père qui habitait là. Et pourquoi elle a été assassinée ? Elle a été assassinée par Thierry Paulin. Paulin ? Ah, je connais. C'était un homosexuel qui tuait toutes les vieilles dames, c'est ça ? Oui. Ah, je connais. Il les étranglait par derrière, c'est ça, non ? Oh, il les étouffait avec des sacs plastiques, il les torturait. Ordure. C'était un homosexuel. Hein. C'était toujours les vieilles dames. Moi, mais attention, j'adore les homosexuels parce qu'ils ont un côté féminin, ils s'intéressent à l'art et à tout ça. C'est pas parce qu'il les tuait pas parce qu'il était homosexuel. Il ne les tuait pas parce qu'il était homosexuel, ça n'a aucun rapport. Non, mais je le sais, ça. C'est pas ça que je veux dire. Les vieilles dames sont plus fragiles que les vieux hommes. C'est toujours les femmes qui sont attaquées, qui sont violées. Tous les dictateurs sont des hommes, c'est pas des femmes. Pol Pot. Staline était un homme. Et puis il y en a comme ça des centaines. Le viol, c'est fait par des hommes. Les pédophiles, c'est des hommes. Ah, il y a des femmes. Il y en a une sur, je sais pas combien. Il n'y a pas le respect de la femme. Et c'est comme ça, puis c'est tout. Vous n'avez pas été respecté non plus ? Mon grand-père disait toutes les femmes sont inférieures aux hommes parce qu'elles ont leurs règles, sauf ta grand-mère. C'est vrai qu'il n'aurait pas été ce qu'il était s'il n'avait pas eu ma grand-mère. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Ah, Paulin, moi ça m'avait intrigué. Moi j'ai lu plein de trucs. Ah, ça vous intéresse ? Mais pourquoi ça vous intéresse ? Vous vous intéressez à la face cachée des gens ? En fait, je m'intéresse à certaines personnes disparues. Oui, mais vous pourriez vous intéresser à des gens comme Jean Moulin ou Simone Veil ou je sais pas quoi. Pourquoi interroger des gens ? Parce que les gens m'intéressent. Oui, mais il y a des gens qui le prennent mal ou pas ? Non, mais là c'est vous qui êtes venu me parler, mais sinon je force pas les choses. Mais je vous ai venu parce que je ne comprenais pas pourquoi vous aviez ce truc-là. Moi j'ai été frappé par votre élégance. Vous avez des boucles d'oreilles très brillantes. Je suis très complexée parce que j'avais une mère qui était magnifique et un père qui était pas mal, qui me disait que j'étais moche. Donc j'ai toujours essayé de... On vous disait que vous étiez moche ? Oui. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des hommes qui me trouvaient pas mal. Même vieilles et qui m'aiment bien, quoi. Vous avez quel âge ? 84 ans. On dit que je ne les fais pas, mais je ne suis pas jeune tout de même. Mais enfin, mon corps est encore... parce que j'ai fait du Slenderton, j'ai fait beaucoup de marches. Il a une certaine classe. Regardez les hommes. Les femmes, les hommes, tout. Même les chiens. Non, mais c'est vrai. Je regarde les hommes, les femmes. Non, mais parce que l'être humain... dans chaque être humain, il y a quelque chose. Quand vous vous baladez dans la rue, c'est comme si vous étiez au spectacle. Ah, c'est un spectacle pour vous ? Pour moi, peut-être pas pour vous. Alors, aidez-moi, Odile. Donc, ce jeune homme roumain qui s'appelait Basile Secarescu habitait ici au 344 rue Saint-Jacques en 1910. Vous cherchez quoi à savoir ? Savoir ce qu'il avait dans sa tête. Ah ben ça c'est très difficile parce qu'on ne sait même pas
Vous ne savez pas ce que votre mère a dans la tête. Et vous savez peut-être même pas ce que vous avez dans la tête. Mais lui, non mais j'imagine qu'il devait découvrir Paris, il devait arriver d'une petite ville de Roumanie, il devait être dans ce quartier de Paris. J'imagine qu'il devait être très heureux. Ça dépend s'il avait une petite amie, ça dépend ce qu'il avait dans la vie. Oui, il avait une petite amie, il s'est marié en 1910. Avec qui? Une dame qui s'appelait Hélène Redler. Redler, qu'est-ce que c'est que ça? Elle était dentelière. Ah. Je vais essayer de retracer sa vie. Vous n'avez pas choisi des gens plus connus? Mais moi j'aime bien les gens inconnus. Oui, mais les gens connus ne sont pas vraiment connus. Et les gens inconnus encore moins. Ah bah oui. Ah oui, mais ça... Vous êtes connu? Ah non, je ne suis pas connu. Mon grand-père était des aristocrates, mais pas des aristocrates qui ont des châteaux, qui sont tout ça. Une partie de ma famille était des maîtres verriers. Maître verrier? Oui, maître verrier, mais du verre plat. Et vous êtes une aristocrate? Oui, mais je m'appelle Girard, maintenant c'est fini. J'ai épousé un type qui n'était pas aristocrate, mais je l'aimais parce qu'il était artiste, il aimait la peinture, il aimait la sculpture. Avec lui, tous les dimanches, j'allais voir des expositions. Qu'est-ce que c'est la vie, Odile? Quoi? Qu'est-ce que c'est la vie? C'est quelque chose de très triste. C'est triste? Oui. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a très peu de gens qui sont heureux. Qui sont heureux? Oui. Et vous? Ben moi, je suis quelqu'un de très angoissé parce que j'ai une enfance assez triste. Mais je donne l'apparence de quelqu'un de rigolo, mais je ne suis pas si rigolo. Quand je suis toute seule, je ne suis pas si rigolo que ça. Mais je donne toujours une apparence. J'aime bien avoir une apparence qui n'est pas toujours la vraie apparence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous donnez le change? Non, c'est une question de politesse. Je me rappelle qu'un jour j'ai pleuré devant mon grand-père, il m'a dit « Quand tu pleures dans ta chambre, tu pleures pas devant le monde. » Et c'était vrai. Mais je ne savais pas que j'allais pleurer. Pourquoi vous aviez pleuré? Parce que j'avais revu mon père que je n'avais pas vu depuis 15 ans. Je ne devrais pas vous raconter tout ça, je ne vous connais pas. C'est votre père qui vous a abandonné finalement? Il ne m'a pas abandonné et c'est moi qui ai dit que je ne voulais plus le voir parce que chaque fois il m'engueulait et je suis assez sensible, je pleurais. Alors ma sœur a dit, arrête, elle ne veut plus vous voir. Parce que moi, je suis très gentille, mais quand on m'agace, je coupe. J'élague comme les arbres, vous savez, j'élague, puis je ne vois plus jamais. Pour vous protéger? Oui. Et puis parce que je trouve que la vie ne vaut pas la peine de s'engueuler avec les gens, ça ne m'intéresse pas. C'est comme ça. Comment on est traité quand on est une vieille dame? Pardon pour cette question. Pas très vieille dame. Moi, je fais rire tout le monde. Je dis oui, je suis un vieux schnock. Alors, je les déstabilise. L'autre jour, ils étaient en train de parler de vioques et tout ça. J'ai dit oui, les vioques. Oh là, moi aussi. Moi, vous savez, moi, j'ai qu'une idée, c'est que me faire piquer. C'est un peu vrai. J'avais demandé à un médecin, il m'a dit oh. Vous faire piquer? Oui. M'en aller, parce que... Vous voulez mourir? Oui, un petit peu par moment. Maintenant, ça va mieux parce que j'ai ma nièce qui vient me voir et qui est adorable avec moi. Moi, la vieillesse, ça ne m'intéresse pas. La vieillesse ne vous intéresse pas? De Gaulle a dit que c'était un naufrage. Et Laure Adler a dit que c'était pas un naufrage, c'était très beau la vieillesse, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. J'ai dit l'autre jour à quelqu'un, attendez d'être vieux, puis vous vous souviendrez de moi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est vieux? Qu'est-ce qui va pas? C'est-à-dire, moi, je courais tout le temps, à toute vitesse. J'allais à la banque, je courais. Eh ben, je peux plus essayer de courir parce que si je tombe et que je me casse un truc, je suis foutu. Et moi, je veux pas de ça. Mais je ne montre pas ma tristesse. On peut me dire des vacheries. Je fais comme si j'entendais pas. Et puis moi, j'ai une force. Vous pouvez me dire une chose très désagréable, je ne vous répondrai pas. Et à ce moment-là, vous insistez pas. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est comme ça que vous vous défendez? Oui. Le silence. Mais dites donc, vous m'interrogez, c'est comme si j'étais une star. Moi, je ne suis pas une star. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh ben, je vais chercher à bouffer pour manger parce que je n'ai pas mangé du tout. Qu'est-ce que vous allez manger? Une salade et puis un macaron. C'est pas mal. Bon, eh bien, bonne course alors, Odile. Ah, oui. Merci beaucoup. Je quitte le boulevard Saint-Germain
Je suis dans le 5e arrondissement, rue Jean de Beauvais, et je vais à l'église roumaine de Paris, où m'attend donc le père Iulian, qui est un prêtre orthodoxe, que j'avais rencontré donc il y a quelques années à l'occasion d'un reportage pour France Inter. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes toujours avec le micro activé? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Bon, je l'éteins parfois. C'est comme le photographe qui est un vrai photographe, il porte toujours son appareil sur soi au cas où quelque chose se présente. J'en ai toujours un dans mon sac, un micro, mais je l'éteins quand je dors quand même. Vous êtes assis au soleil devant l'église roumaine? Oui, en vous attendant quoi. Non, je me suis mis un peu au soleil, comme je suis en noir, comme ça je chauffe un peu, ça fait du bien. Oui, vous êtes habillé tout en noir? Traditionnellement, c'est comme ça que s'habillent les prêtres, au moins depuis quelques centaines d'années, quoi. Cette église roumaine, ça fait longtemps qu'elle existe ici à Paris? 1882. D'accord. Et vous, Iulian, ça fait longtemps que vous êtes ici maintenant en France? Oui, 19 ans, oui. Et donc vous êtes arrivé ici à peu près un peu avant l'âge de 30 ans? À l'âge de 30 ans, oui. Vous êtes originaire d'où? De Roumanie, de Transylvanie, d'une ville qui s'appelle Alba Iulia. C'est une petite ville du centre de la Roumanie. C'est une ville historique, mais une petite. Magnifique. Ah, vous avez visité? Oui, je suis allé à Alba Iulia. Ça alors, quand ça? Depuis que nous avons parlé? J'y suis allé un peu, je me suis retrouvé un peu par hasard il y a peut-être 3-4 ans. Ouais. Ah. Donc à l'époque, c'était en 2002, je ne savais pas rien du tout, ni de l'histoire de cette communauté, de cette église. Je suis venu un peu à l'aveugle, quoi. Un peu comme un déraciné? Dès qu'on quitte notre milieu culturel, oui, on est déraciné. Il y a toujours un peu les nostalgies, je sais pas moi, des montagnes de l'enfance, de mes grands-parents, si vous étiez en Transylvanie, des Apuseni, des montagnes Apuseni. Et de la beauté de ce pays. Et de la beauté. Après, la beauté, c'est... la France, c'est un très, 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 très beau pays. Justement, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous êtes arrivé ici? Comment vous vous êtes senti? Parce que j'imagine qu'il y avait aussi un peu d'excitation. Non, il n'y avait pas d'excitation. Non, j'arrivais à l'aveugle, dans l'inconnu. Non, c'était très difficile au tout début. Bon, j'avais un seul ami ici, et donc j'avais pas une vie sociale, quoi. Bon, donc j'avais très bien appris le français avant, sans savoir que j'allais venir en France. J'ai appris le français pour pouvoir lire des ouvrages que je voulais lire. Comme beaucoup de Roumains qui parlent souvent français? Oui, c'est un pays traditionnellement francophone. Mais le français parlé, c'est autre chose. Hein. C'est difficile. C'est difficile et puis ça prend quelques mois après pour se mettre à jour avec le genre de langage qu'on utilise dans la rue et quand tu parles au téléphone. Donc c'était difficile au début, mais un ami que j'ai connu bien avant, qui était venu en Roumanie dans un pèlerinage, il m'a fait un petit tour ici dans le quartier. Quartier latin. Quartier latin. Et effectivement, je pense que peu à peu, vous savez, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, peu à peu, je me suis intégré dans cette ville. Et maintenant, vous êtes chez vous? Oui, mais je ne suis pas chez moi à cause de la ville, mais je pense qu'on est plus chez soi à cause du fait qu'on est bien dans sa peau, dans ce qu'on fait. Donc je suis chez moi parce que, en quelque sorte, peut-être c'était ma vocation d'être dans cette communauté et il y a une certaine proximité, un lien personnel avec les fidèles. Donc les fidèles nous invitent chez eux pour bénir leur maison, pour bénir leurs enfants, voilà, les choses fonctionnent très très bien.
Et vous diriez du coup que vous êtes un bon poste d'observation pour observer vos compatriotes en France? Non, mon poste d'observation n'est pas très bon. Parce que, en fait, je reçois les gens, une partie de la communauté roumaine, disons, qui est pratiquante et qui veut venir à l'église. Donc en fait, finalement, bien sûr, je vois des milliers de personnes, mais c'est les gens qui sont plus instruits, qui ont fait des études, qui ont appris le français, qui ont fait des études en France. Pour eux, c'est une intégration fastoche, facile. Pour les gens plus simples, pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, pour les femmes de ménage, je ne sais pas moi, pour ceux qui ont des difficultés d'apprendre le français, bon, je ne sais pas s'ils vont réellement être intégrés un jour. Ils respectent le pays, ils admirent le pays, ils admirent les libertés de ce pays-là, mais je pense que c'est plus leurs enfants qui vont être vraiment intégrés en France. Est-ce qu'on peut entrer? Si, entrons. Je suis content de vous voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Oui, ça fait. On entre, il y a une porte rouge. En fait, je m'intéresse à un jeune homme qui a vécu à Paris au début du XXe siècle, qui est venu étudier ici. J'essaie de retracer un peu sa vie et je me demandais si vous aviez éventuellement des archives. Si, nous avons certaines archives depuis le XIXe siècle. Nous avons des archives anciennes. Mais qui est votre homme, donc? C'est un jeune homme qui s'appelait Basile Secaresco. Mais comment vous avez trouvé ce jeune homme et comment vous êtes tombé sur l'histoire? Je travaille sur une affaire criminelle qui a eu lieu à Paris dans les années 80. Il y a un jeune homme qui a tué des femmes, des vieilles femmes. Et il a tué une dame qui s'appelait Ioana Secaresco. Et j'essaie de retracer sa vie. J'essaie de me rapprocher de cette femme et de retrouver des choses sur elle. D'accord. Mais déjà, si elle a gardé Ioana, c'était avec un I, c'est un nom roumain. Oui. Prénom roumain. Donc il tenait à son pays. Qui tenait à son pays, à son héritage. Et peut-être même que elle a été baptisée peut-être dans cette église si elle a un nom, un prénom comme ça. Malgré la présence d'un concierge, Madame Secaresco est retrouvée morte, assassinée, le 5 novembre. Ioana Secaresco a fost asasinată în anul 1984. Cerno. Merci à Farah, à Théo Boulanger pour sa musique, ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon qui financent ce travail. Comme eux, vous avez la possibilité de participer à cette anti-enquête et d'écouter des épisodes inédits en vous abonnant sur patreon.com/cerno, patreon.com/cerno. Et si vous ne pouvez pas, mettez des étoiles et laissez des commentaires sur votre appli de podcast. Un grand merci, rendez-vous dans 2 semaines, et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. À suivre.